là ce soir. Et donc nous remercions chaleureusement la médiathèque du livre, de l'image et du son de Villeurbanne ainsi que la ville de Villeurbanne pour nous accueillir ce soir et de permettre d'organiser cette troisième rencontre. Et que ce dialogue ait lieu, qui se nomme De proche en proche, avec Marc Pateau et Maxence Riflet. Donc juste avant de les présenter, je vais aussi vous présenter brièvement la suite du programme. Donc le thème de cette année, c'est Habiter ce monde, c'est la 4e édition du festival. Et cette année, on était plutôt, comme l'an dernier, nous étions sur la métropole et le thème était Métropolis. Cette année, on s'est plutôt intéressé à l'individu et nos intervenants, artistes, photographes, auteurs, autrices, étaient plutôt orientés sur la question de l'individu, d'où le Habiter ce monde. Donc demain, nous accueillons aussi Christian Joschke, archive du territoire et photographie documentaire aux archives municipales de Lyon. Donc c'est à Perrache de 16h à 18h. Et enfin, le soir, nous avons la nuit de la photographie, Habiter ce monde, avec la projection de 11 artistes photographes sélectionnés depuis l'appel à candidature. C'est une soirée conviviale qui commence à 19h à la Factatory et la projection aura lieu à 20h30. Et enfin, dernière partie, mais un peu plus loin, il y aura Alexandre Bagdasarian le 11 octobre à la Fondation Bulukian, qui fait partie des anciens sélectionnés de l'année passée et qui va exposer à la Galerie du Bleu du Ciel en octobre. Et pour cette occasion, l'exposition, le 27 et le 6 octobre, je crois. Le 5. Voilà. Et pour cette occasion, il viendra présenter son travail en dialogue avec l'équipe du festival. Alors ce soir, vous êtes déplacés pour Marc Pateau et Maxence Riflet, et que nous sommes très heureuses d'inviter. Alors Marc Pateau vit et travaille à Aubervilliers. Son travail photographique est issu de son engagement auprès de structures sociales. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait juste. Vas-y, on verra bien. De structures sociales de l'éducation populaire à travers la photographie. Inspiré par le documentaire et l'art contemporain, il réalise des portraits qui répondent à ses autres interrogations quant à la représentation du peuple et de son identification. Il a enseigné pendant plus de 17 ans à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Maxence Riflet vit et travaille à Paris, mêle photographie, vidéo et écriture. Son travail associe des enquêtes menées avec un souci de précision documentaire et une pratique d'atelier expérimental, du tirage à l'image-objet. Nous avons découvert son travail lors de son exposition Nos prisons, présentée à la Galerie du Bleu du Ciel en 2022. Il enseigne à l'École supérieure d'art et médias de Caen-Cherbourg. Et nous les avons invités parce que ce dialogue est en écho à la prochaine exposition de Marc Pateau à la Galerie du Bleu du Ciel, dont le commissariat sera assuré par Maxence Riflet et Gilles Vernery. Donc on vous souhaite un bon dialogue. Bien, merci Amandine, merci au Festival 9PH et puis merci à Marc d'être là avec nous. Donc en effet, comme disait Amandine, le Bleu du Ciel m'a proposé d'être le commissaire d'une exposition de Marc, ce qui est un petit peu curieux parce que je ne suis pas du tout commissaire d'exposition. Ça m'intéresse beaucoup de faire des expositions, mais en général c'est plutôt de mon propre travail. Mais si j'ai accepté, et si j'étais même assez enthousiaste à cette idée, c'est que le travail de Marc Pateau et la personne de Marc Pateau est très importante pour moi depuis très longtemps, en fait, depuis 25 ans, disons, depuis que j'ai décidé de tourner toute mon activité artistique autour de la photographie, donc quand j'avais 20 ans. Et donc je suis très heureux qu'on ait comme ça l'occasion de faire cette exposition pour essayer de partager tout ce que je trouvais il y a 25 ans et que je trouve encore. Le travail de Marc Pateau permet comme possibilité de travail avec la photographie, une possibilité un peu différente en tout cas de tout ce que je voyais à l'époque, et donc c'est ce que je voudrais essayer
qu'on commence à déployer là et qu'on déploiera un peu plus précisément, j'espère, à travers des œuvres dans l'espace du bleu du ciel. Alors, comme Marc l'écrivait il y a quelques années dans un texte un peu autobiographique d'une revue, des territoires en revue, dont on reparlera tout à l'heure, écrivait « Il y a plusieurs débuts possibles ». Il y a plusieurs débuts possibles. J'ai toujours beaucoup aimé ce texte et ce début de texte qui présente plusieurs débuts à cette autobiographie. Et donc, il va y avoir plusieurs débuts aussi à ce dialogue. Le premier début, c'est cette photographie que vous avez sous les yeux depuis un moment, volontairement, parce qu'on la trouve tous les deux assez extraordinaire, pleine d'énergie déjà. Donc c'est un des mots que j'associe très vite au travail de Marc, c'est l'énergie. Et puis aussi une certaine manière de faire de la photographie littéralement là, avec son corps. Voilà. Alors d'autres éléments dans cette image m'intéressent, mais là ça suppose d'expliquer un peu dans quel contexte elle a été faite, et notamment dans quel contexte institutionnel. Est-ce que tu nous le raconterais, Marc ? Oui, avec plaisir, avec plaisir. Alors attends, faut que je monte le truc. Ah c'est bon là. Voilà, Non, là, c'est bon. C'est moi qui t'ai pas. Je très bien son micro. Bon, bonjour. Moi, je vais continuer un peu sur les dates, là, parce que tu parlais de 20 ans, machin. Il se trouve qu'il y a avec nous Alain Sniers, qui a été mon directeur d'école aussi, avant que je passe par les Beaux-Arts de Paris, et j'ai dû rester, je ne sais pas, 8-10 ans, 10 ans. à Amiens, ouais, dans une petite école. Avec un grand projet. Avec extraordinaire. Et donc on s'est retrouvés là, c'est un hasard un peu, et on se remémorait un peu Villeurbanne, et notamment, moi je me souvenais du nouveau musée, mais c'est il y a 40 ans, enfin, c'est même plus il y a 20 ans ou je sais pas quoi, il y a 40 ans, et sans doute la première expo de Jeff Hall, ici, en France, à Villeurbanne. Voilà. Donc il y a toute une époque comme ça. Et je crois que mon travail, il est pris là-dedans. Il est pris dans une époque, il est pris dans des moments. Alors par exemple, ce travail-là de l'hôpital de jour, c'est le premier travail que j'ai fait vraiment en photographie. Qu'est-ce que je peux vous raconter? J'ai fait les Beaux-Arts à Paris, en sculpture, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'enseignement de la photographie. La photographie est venue après. Et donc, il n'y avait pas d'enseignement de la photographie, donc on pouvait faire, il y avait les Beaux-Arts, il y avait la sculpture, la peinture, et comme je me méfie de la peinture, ou je me méfie, je me méfiais, j'ai vraiment choisi la sculpture. Et puis là, ça a été une rencontre extraordinaire, on va en parler tout à l'heure, avec un sculpteur qui s'appelle Étienne Martin, qu'on connaît ici. Il y a eu une exposition il y a quelques années au musée. Voilà. Et donc j'ai fait de la sculpture pour faire de la photographie, et puis j'ai commencé comme tous, à faire des photos, machin, à les montrer, à les publier dans des journaux. Puis je suis rentré dans une petite agence, et puis j'ai très vite compris que j'étais pas à l'aise. Je suis parti en Pologne au moment des événements de Gdansk, etc. Et puis j'avais un ami qui était infirmier dans un hôpital de jour, avec qui je lui avais dit, mais j'aimerais bien faire un jour un reportage, etc. Et puis, bon, j'étais quand même dans l'idée un peu du reporter, et l'idée de dénoncer l'asile, mais je dirais que dans tous mes projets, au départ, il
il y a un peu ce sentiment, ou cette révolte, ou cette nécessité de ne pas accepter le monde tel qu'il est. Donc se dire comment le travailler, comment le transformer, ou comment y prendre part. Et donc il y avait cet hôpital de jour, ça n'a pas été possible. Puis un an après, ils m'ont rappelé en me disant, ben, si tu veux, tu peux venir faire un... Alors moi, à l'époque, je ne connaissais rien à la psy, machin, je sais pas, enfin, je savais pas, enfin, donc j'ai commencé à faire des photos. Donc au début, il y a eu un espèce de groupe photo où on se réunissait avec des psys, machin, et puis ouais, la photo c'est mortifère, c'est machin, enfin, ouais, et puis au bout d'un moment, mais c'est pour ça le temps c'est vraiment nécessaire, c'est vraiment utile le temps. Au bout d'un moment, ben, les choses se font, quoi. Au bout d'un moment, les gens ils laissent faire, quoi. Ils me laissent faire, ou je sais pas quoi, et là c'est le début du travail. C'est le début du travail quand on sait qu'on veut travailler ensemble, on va faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. On ne sait pas quoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas, et puis les choses se font, quoi. Et là, j'ai donné des appareils photo aux enfants. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez courant, mais à l'époque, ça ne se faisait pas, enfin pratiquement pas. J'ai même pas d'exemple. Enfin, il y avait Michel Semeniaco, je ne sais pas si vous connaissez ce photographe, qui avait une pratique un peu assez proche de ça, mais c'est tout ce que j'avais repéré à l'époque. Et puis, donc j'ai donné des appareils photo aux enfants, et là, les enfants, ils m'ont renvoyé des images absolument incroyables, que j'ai compilées comme ça dans un album. Et puis donc, il y a cette image du début, la première image. Donc cet enfant, en fait, il est en train de me photographier. Donc c'est encore pour moi un moment d'émotion parce que j'ai compris à ce moment-là qu'on pouvait faire des photos comme ça. On peut photographier en se mettant un appareil sous le menton et en déclenchant. Et ça produit des images qui sont après dans l'album, etc. Donc pour moi c'était quelque chose de... Enfin, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui me passionne, cette idée que... parce que moi j'étais... Enfin c'est les années 80, ça, hein, c'était... moi, donc je viens d'une agence qui s'appelait Viva, on mettait un petit filet noir autour de nos images, etc. C'est les petits-enfants de Cartier-Bresson, c'est cette idée que l'œil, il a une espèce de toute-puissance sur ce qu'on peut ressentir du visuel, etc. Et là, je m'apercevais que non, on pouvait voir aussi avec son corps, avec son ventre, avec autre chose que la vision. Et puis, parce qu'en même temps, la vision, enfin l'œil, il est directement branché sur le cerveau. Enfin, il y a quelque chose et ça passe pas par le tactile, par le corps, par l'épaisseur, par tout ce que j'ai découvert dans l'atelier d'Étienne Martin. Donc voilà, cette image-là, pour moi, elle est fondamentale. Enfin, c'est vraiment un début, quoi. C'est vraiment, tout d'un coup, pof, vous apercevez que vous apprenez quelque chose, quoi. Vous fabriquez un outil. Et ça, c'est vraiment un outil que je travaille encore aujourd'hui, quoi. Cette idée que quand je fais des photographies avec la chambre, par exemple, la chambre photographique, c'est un truc assez gros, enfin c'est assez imposant. Moi, je suis assez imposant, je me mets sous un drap noir, je suis à 50 cm de la personne que je photographie. Donc voilà, on peut pas oublier, quoi. On peut pas oublier le corps. Et donc ça a complètement changé mon travail. D'abord parce que j'ai tout de suite compris que
c'était pas dans la dénonciation qu'on pouvait travailler, mais c'est au contraire en travaillant, quoi. Donc j'ai compris que ces enfants souffraient, qu'il y avait des adultes qui étaient là pour faire en sorte qu'ils aillent mieux, ou faire quelque chose avec eux, tant bien que mal. 40 ans après, il y a 2-3 ans, j'ai fait une exposition à Villévrard, dans le musée de la psychiatrie, et on a montré ces images, et puis du coup on s'est retrouvés avec les éducateurs et les psys de l'époque. J'ai réussi à recréer tout ça, et c'était vraiment intéressant parce qu'on était tous à la retraite, enfin on était tous... Donc il y avait une autre carrière entre ce début et puis ces retrouvailles. Il y avait eu ce passage du temps, et puis j'ai compris plein de choses. Notamment que à l'époque où se sont créés ces hôpitaux de jour, etc., la psychiatrie était une activité politique. C'était pas un métier, c'était directement politique. Donc on est dans cette époque-là, dans cette fin de Foucault et compagnie. En fait, on est à ce moment-là de l'histoire, et ça m'intéresse, ces retournements comme ça, ces moments où on comprend qu'on agit en tant que photographe, mais on est aussi agi par la société. On est aussi agi par l'époque, on est aussi agi par l'époque. Ouais. Et ça m'intéresse, cette histoire de comprendre jusqu'où on a de l'autonomie, jusqu'où... et c'est ce dialogue-là qui me semble vraiment intéressant pour un artiste ou pour un photographe, c'est de comprendre ce passage, enfin ces moments où à la fois on a l'impression de produire quelque chose, mais en même temps ce qu'on produit, c'est aussi le produit de ce qu'on est, de ce qu'on a vécu, de l'époque dans laquelle on est. Voilà. Qu'est-ce que... Vas-y, relance-moi. Non, je ne vais pas trop te relancer, Ouais, parce que ouais. de proche en proche, on va pas voir la suite des images. Mais non, moi j'avais 2 remarques. La première, c'est que tu dis ce type de pratiques sont assez courantes aujourd'hui, donner des appareils photo à des gens, etc. Tel que tu l'as fait à ce moment-là, c'est assez peu courant, c'est-à-dire avec aussi peu de consignes et avec une telle attention aux résultats très inattendus de ces images. Et c'est aussi assez rare le type d'objet que tu as produit à partir de là, c'est-à-dire c'est presque un non-objet, enfin c'est un vrai objet, mais qui n'avait aucune ambition d'être diffusé, c'est-à-dire que l'objet que vous voyez à l'écran, c'est un objet très extraordinaire, c'est simplement l'ensemble des planches contact, donc qui rassemblaient toutes les images faites par les enfants, qui commençaient par un portrait réalisé par Marc de l'enfant qui faisait ensuite les photographies dans un souci d'identification de l'auteur des images, mais aussi souci d'archive. Marc est un archiviste fou, qui vraiment, son atelier est un lieu d'archive de sa propre pratique. Il a vraiment une partie d'archives qui lui prend même beaucoup de temps. Voilà. Et donc cet album, c'est typique quand même de cette pratique de l'archive chez toi, c'est-à-dire que tu as, au lieu de chercher à exploiter visuellement ce travail d'une quelconque manière, ce qu'on sent très fort dans cet objet qui est resté non montré, à part pour quelques personnes qui venaient te rencontrer à ton atelier, et encore qui étaient curieux de tous ces débuts. Voilà, ce travail est resté comme un objet de pensée pour toi, pour ta pratique. Mais pas que. Parce
parce que derrière, il y a aussi l'utopie de penser que si je constitue bien ce corpus de ce travail de l'hôpital de jour, si j'arrive à garder tous les écrits qu'on s'est envoyés avec l'IPSI, les groupes de travail sur la photo, les planches contact, mes planches contact, j'ai le sentiment que dans quelques années, quelqu'un pourra se pencher sur ce corpus et puis en faire un travail, enfin essayer d'aller un peu plus loin et par exemple tout le travail qui ne s'est pas fait à l'époque d'interprétation de ces images, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Je l'ai tenté avec une amie, Sandra Alvarez de Toledo. Un jour, on a été voir une psychanalyste qui s'appelle Geneviève Haït. Et donc, elle s'intéresse aux enfants autistes, mais plus dans la pratique du dessin, je dirais, ou du langage, etc. Et on a été la voir avec cet album. Et la lecture qu'elle a faite de cet album est assez extraordinaire, parce qu'elle a su me décrire les enfants qui avaient fait les photos. Enfin, tu vois, il y a eu quelque chose comme ça. Donc ça m'intéresse, cette idée de... À la fois, on travaille pour aujourd'hui, enfin, on travaille pour... mais on travaille aussi à constituer quelque chose qui pourrait être travaillé par d'autres. Et ça me semble important de préparer cette trace, enfin de la constituer ou de la nourrir, voilà. Mais je pense que, tu parlais d'énergie tout à l'heure, je pense que les images, c'est aussi de l'énergie, quoi. Et plus on met de choses dedans, plus elles ont de choses à raconter, enfin, et plus Donc là, je refais défiler les photographies que Marc a faites de l'atelier d'Étienne Martin après avoir été son élève aux Beaux-Arts de Paris. Puis tout à l'heure, il m'a suggéré qu'on passe de l'atelier d'Étienne Martin à un tableau de l'atelier de Marc réalisé par Yves Bellorget, qui est un peintre qui peint beaucoup l'architecture. Mais on pourrait dire que c'est un autre début, ça, peut-être on ne le développera pas, mais quand même, l'espace de l'atelier, l'importance de cet espace pour toi, à la fois pour le tirage, mais aussi, ça je l'ai déjà dit, comme lieu d'archive. Un autre début, c'est, pour le coup, de mon point de vue, le moment où je rencontre le travail de Marc. Le moment où je rencontre le travail de Marc, c'est avec cet article du Monde de Michel Guérin en 1998, je crois. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, j'ai 20 ans. Donc Marc Pateau, photographe de l'urgence sociale. C'est ce qui fait que j'ai envie d'en savoir plus, parce que moi, à l'époque, je pratique une sorte de reportage. C'est l'époque où la question des sans-papiers est très, très forte, déjà dans le débat public. Il y a beaucoup de manifestations, je suis assez engagé dans ces questions-là, etc. Et en même temps, sans trop savoir quoi faire avec la photographie. Et dans cet article, dont maintenant je le trouve très réducteur par rapport au travail de Marc, c'est-à-dire que c'est un photographe de l'urgence sociale, il y a quelque chose d'une étiquette qui me semble quand même assez mal convenir à la complexité du travail. Mais disons qu'à l'époque, ça m'intéresse parce que je me dis, tiens, qu'est-ce que... pour moi, c'est une réponse. Je sens qu'il y a une alternative là au reportage qui commence à me poser question. Et donc, on va rencontrer Marc qui nous suggère d'aller aux Beaux-Arts de Paris où se tient un séminaire qui s'appelle Des territoires, dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais
L'origine de ce séminaire, de cette idée de travail sur le territoire, c'est un des premiers travaux que j'ai découvert de Marc Pateau et qui m'a beaucoup enthousiasmé. C'est le travail qu'il a réalisé sur le terrain qu'il appelle le terrain du Cornillon, qui était le lieu qui a été choisi pour la construction du grand stade de France à Saint-Denis, au moment de la Coupe du Monde de 98, c'est ça? Donc c'est un travail qu'il a réalisé pendant plusieurs années avant 98, donc c'est entre 94 et 96, quoi. C'est ça. Donc un ensemble d'images. Ça, c'est l'entrée du parking de Leroy Merlin. Voilà. Alors c'est intéressant parce que pour le coup, tu parlais de la dimension document des images, cette conscience comme ça que les images des enfants autistes étaient des documents. Alors c'est des documents très particuliers parce que c'est des documents qui documentent une perception. Et là, il y a vraiment l'idée d'un territoire. Alors, voilà, je vous montre un ensemble d'images. Et donc, sur ce terrain, vivaient un certain nombre de gens. Moi, ce que j'ai toujours trouvé très fort dans ce travail, au-delà du sujet, c'est qu'il pourrait même être un peu, qui aurait pu être exploité d'un point de vue journalistique, de regarder ces gens que l'on expulse comme ça de leur terrain pour construire le grand stade. Ce qui est très frappant dans ces images, c'est un rapport très fort à un territoire. Qu'entretiennent les gens qui y habitent, et finalement aussi ton propre rapport à cet espace-là. Ça, c'est un peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que quand on commence un travail comme ça, alors avant de faire ce travail-là, j'avais fait un travail sur une communauté d'Emmaüs en Alsace. Et à l'époque, c'est pareil, toujours, je ne savais pas ce qu'était Emmaüs, je savais pas, je connaissais un peu l'abbé Pierre, mais je ne connaissais pas vraiment cette idée qui fonde les communautés, cet idéal d'aider plus pauvres que soi. Et puis, donc je fais ce travail, et puis bon, on ne va pas tout raconter, mais je comprends que ces gens sont différents de moi et que je serais incapable de vivre la vie qu'ils vivent, et notamment de vivre dehors, passer une nuit dehors. Et donc je savais qu'il y avait sur ce terrain-là du Cornillon des gens qui habitaient. Et donc plusieurs fois j'essayais d'y aller, j'y allais, puis je revenais, j'arrivais pas à rentrer, puis au bout d'un moment on rentre, etc. Et puis il y a ce sentiment de dénoncer, de dire c'est pas normal que les gens vivent aujourd'hui dehors, machin, etc. Et puis on fait des premières photos, et puis ça continue, et puis on s'installe, quoi. Et puis alors effectivement il y a cette idée du territoire, il y a cette idée que ces gens ils sont éblouis, enfin ils sont sauvés, je dirais, par la beauté de ce territoire, par ces herbes folles, par ce ciel de l'Île-de-France. On voit le Sacré-Cœur au fond. Enfin, c'est un espèce de havre de paix, ce truc-là. Et puis, moi, je me fais piéger à mon propre jeu, parce que, au bout d'un moment, je comprends. En fait, il s'agit de mon enfance. Mes parents, ils sont venus dans les années 50 du Tarn-et-Garonne à Paris pour travailler, pour échapper à la famille, mais aussi pour trouver du travail.
Et donc on habitait dans le 13e arrondissement, dans un immeuble plus ou moins vétuste. On avait juste une chambre, il n'y avait pas de toilette, les toilettes étaient sur le palier. Moi je dormais des fois chez la voisine. Enfin, il y avait une espèce comme ça d'ouverture de l'intimité à l'immeuble et même au quartier. Donc l'appartement, c'était pas uniquement la seule pièce qu'on avait. Mon père, il travaillait au Hall, donc il dormait le jour. C'était un truc comme ça compliqué. Et donc ce rapport comme ça, mais qui est vraiment un rapport aussi des années 50, hein, avec la ville, avec la rue, il y avait une extension comme ça de l'intimité qu'aujourd'hui on n'a plus. Moi, quand je vais chercher mon courrier en bas de chez moi, je mets une chemise, je ferme la porte à clé. Enfin, c'est compliqué, quoi. Alors que quand tu photographies là, tu retrouves bah ouais, ça. je retrouve, mais je me fais pire. Enfin, tu vois, c'est après que je le comprends, quoi. Et ces gens, ils vivent la même chose, quoi. Enfin, je sais pas. Et ça m'intéresse, cette idée que, à la fois, on peut faire un travail documentaire qui montre que c'est pas normal que les gens vivent là, etc. Mais on peut aussi comprendre ça, et puis on peut aussi comprendre que la solution, c'est pas de reloger ces gens dans un HLM ou je sais pas quoi. C'est pas d'en faire des gens normaux, comme nous, on semble être normaux ou je sais pas quoi. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et juste pour continuer, j'ai un ancien étudiant qui m'a dit il y a quelque temps, mais en voyant en se remettant dans ce travail, il dit mais pour moi il y a quelque chose de la ZAD, il y a quelque chose comme si ce travail en montrait déjà les prémices, ou montrait que et ça m'intéresse, ce mouvement comme ça de l'histoire, ce mouvement dans lequel on est tous pris, quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille, on est de notre époque, quoi. Et ça m'intéresse de repérer ces petits moments-là, parce que à la fois, moi, ils me permettent de comprendre mieux mon travail, et puis la façon dont on peut agir sur notre société. Moi, je suis persuadé que tout ce que j'ai compris de l'hôpital de jour ou du grand stade, même s'il n'y a que moi qui l'ai compris, moi, je fais partie de la société. Donc la société, elle a aussi appris quelque chose. Enfin, il y a cette folie-là dans mon travail. Voilà. À propos de ce travail, tel que je le reçois aussi à l'époque, il y a une autre dimension qui renvoie à ce qu'on a dit sur l'hôpital de jour. C'est par exemple dans une image comme celle-là, c'est la manière dont on sent la place de celui qui photographie, pas seulement comme œil, mais comme corps dans un espace. Et je crois que c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment vu en fait en photographie, qui m'a toujours beaucoup frappé dans le travail de Marc. Par exemple dans une image comme celle-là. Qui fait que la question de la composition est toujours en tension, parce que c'est pas vrai que tu ne composes pas tes images, on ne peut pas dire ça, mais elle est toujours en tension avec les accidents de la place du corps dans l'espace. Et voilà une vue de l'exposition de Madrid à la Reina Sofia de ce travail sous une forme que tu as trouvée en fait immédiatement là pour le coup, qui avait été montrée aussi de la même manière à la documentatiste de Cassel en 1997 je crois, et que mentionnait Michel Guérin aussi dans l'article, et qui est donc une forme anti-spectaculaire dans la manière de montrer la photographie, donc des tout petits tirages de 7 cm par 10 cm,
dans des pochettes en plastique. Voilà, dans une ligne, cette très longue ligne là de tirage. Et moi, j'ai toujours trouvé cette forme vraiment formidable parce qu'elle permettait d'articuler un rapport d'intimité, non seulement aux images, qui renvoyait à ce rapport d'intimité à l'espace, mais aussi une dimension monumentale finalement dans cet enchaînement et dans la succession des images. Et moi, cette forme, elle m'est venue parce que je donne des photos aux gens. Et donc, je sais par expérience qu'il ne faut pas donner un tirage 24-30 parce que ça ne sert à rien. Les gens le plient et le mettent dans leur portefeuille. Donc, autant donner tout de suite une petite image qui est l'image de l'album de famille, enfin l'image qu'on peut garder de soi. Et ça me paraît important. Et là, à ce moment-là de la documentaire, quand il s'agit de trouver la façon dont on va les montrer les images, alors c'est encore plus, il y a plus de 400 images, donc on peut se balader, quoi. Et je sais pas, j'avais en tête l'idée que je voulais pas montrer des photos bien tirées, beau format, etc., mais je voulais montrer le travail. Je voulais montrer alors je sais pas ce que je mettais derrière cette idée de montrer le travail, mais oui, c'est montrer le travail. Montrer l'activité, pas seulement. Ouais, mais montrer le travail aussi, à la fois du photographe, mais aussi des gens qui sont pris en photo, montrer le travail psychanalytique que ça représente aussi, en fait, montrer tout ça, toutes ces dimensions à la fois du temps et le travail. Alors, cela dit, ce qu'on ne voit pas là et ce que vous verrez au bout du ciel, c'est que ces petits tirages sont des magnifiques tirages. Et que. Ah ouais, ça c'est important. C'est important. Non, je ne vais pas juste faire des beaux tirages, mais je connais peu de photographes aujourd'hui qui tirent aussi bien que Marc Pateau. Il passe encore énormément de temps dans son laboratoire à faire du tirage. C'est une vraie activité qui fait partie de... Mais pour vous dire, quand j'ai fait les photos là, sur le Nord, là, sur Humaine, à un moment donné, j'ai montré le travail de Jean-François Chevrier, de qui on est très proche. Et en général, je ne montre jamais mon travail en train de se faire à Jean-François. Je le montre toujours quand il est fini. Et là, j'apprends beaucoup de choses, ce que j'ai fait, bien sûr. Et là, il m'a dit, mais tu sais, tu es le seul photographe que je connaisse qui fasse ses planches contact, comme on fait les tirages. Donc, effectivement, depuis l'hôpital de jour, donc depuis presque 40 ans, je fais mes planches contact sur du papier barité avec une très très grande qualité et je les refais s'ils ne sont pas bien, etc. Et pour moi, c'est très très important, quoi, cette idée de... Bon, on est toujours encore plus dans le truc, mais ça passe aussi par là, la photographie. Et quand on parle de corps, ou je ne sais pas, c'est aussi de l'artisanat, c'est aussi un travail comme ça, de chimie, enfin, on ne peut pas saucissonner tout ça, c'est vraiment important, quoi. Et donc j'ai tous mes contacts dans une armoire, dans 2 armoires maintenant, et qui m'envahissent. Mais ils sont très beaux. Bon, je voulais juste montrer, puisqu'on parlait de forme dans l'espace, on ne va pas beaucoup pouvoir en parler parce que j'avais envie qu'on parle de plusieurs projets, mais je voulais quand même insister sur cette pratique du tirage qui t'a aussi conduit à des expérimentations d'objets photographiques, on pourrait dire, dont cet exemple que personnellement j'aime beaucoup. Bon, il y a aussi ce montage-là que j'adore, qui est une scène de discussion
Et ce montage qui est intitulé Du paysage à la parole, avec donc ce grand paysage en plusieurs parties, une dizaine de parties je crois, 9 parties, qui aboutit à ce portrait d'homme, sur lequel sont fixées une pile de tracts, on pourrait dire, que les visiteurs peuvent prendre, repartir avec, et qui sont donc en tension comme ça. Donc c'est des tracts sur lesquels il y a des paroles. Voilà. Donc c'est là un travail qu'on n'a pas détaillé, mais qui a été fait à Sallaumines, dans le Nord. L'idée, c'était quand même de rencontrer les gens, de faire des photos avec eux, et puis de les interviewer, et d'essayer avec eux de trouver dans leur interview une parole politique, une parole qui pouvait être revendiquée. Ce qui est intéressant dans le tract, en général, c'est que le tract, on le donne de la main à la main. Donc on peut s'attendre à une réponse. Enfin, quand on colle une affiche au mur, bon, il n'y a pas trop de problème. Les gens la liront quand on ne sera pas là, mais là, quand on donne un tract à quelqu'un, bon ben voilà. Et là, pour chacune des personnes, on essaie de trouver. Donc là, par exemple, la photo où on voit le manif vivre, là, c'est un chômeur qui se demande pourquoi il n'y aurait pas un chômeur par conseil municipal. Donc voilà, on a fait un tract avec ça. Et puis, voilà, vas-y. Non, mais j'avance. Mais non, je voulais aussi témoigner ma fascination à l'époque, moi qui avais 20 ans, mais encore aujourd'hui, je dirais, de l'énergie qu'il y avait dans ton travail dans les années 90. C'était complètement fou quand on y pense. Là, je vous montre par exemple, parce que Marc Pateau était notamment très proche de... oui, j'étais pas seul. Vous avez beaucoup travaillé ensemble avec Gérard Parès-Clavel, donc, qui est un grand graphiste au sein de l'association de Paplier. Et Marc et Gérard Parès-Clavel ont beaucoup collaboré pour intervenir dans des manifestations. Donc Marc a toujours beaucoup photographié des manifestations. Il y a un article dans Le Monde du week-end dernier sur Pierre Goldman. Vous verrez, si vous prenez l'article, en bas à gauche d'une photo, il y a un Marc Pateau appareil au cou. Voilà, dans la manifestation en 79, et donc voilà, il a beaucoup photographié des manifestations, mais on pourrait dire, comme toutes les situations dans lesquelles tu travailles, tu finis toujours par y intervenir d'une certaine manière avec l'image, et la manifestation est une de ces situations-là. Gérard Parès-Clavel, il a fait une exposition ici à Lyon, il y a 2 ans, au musée de l'imprimerie. Ouais. Donc voilà, par exemple, ces portraits, des portraits de chômeurs, hein, c'est ça, voilà, utilisés comme pancarte dans les manifestations. Là, c'est carrément un char, vous voyez, c'est un char du 1er mai qui était, voilà, un char poussé par des gens qui étaient un support d'information, parce que vous voyez ce que ça suppose comme énergie de faire un machin pareil. Moi, je suis quand même... Mais là, c'est juste sur cette image avant, là, sur les portraits. Ouais. Donc, c'est un comité de chômeurs, la PES. Donc, au début, là, on est dans les années 90. Le chômage apparaît massivement, je dirais, et les syndicats ne savent pas quoi faire des chômeurs. Enfin, c'est compliqué. Donc il y a des comités de chômeurs qui se mettent en place, dont celui-ci de la PES, là. Et donc nous, on commence à collaborer avec eux, avec Ne Pas Plier, et à faire des images avec eux, à produire des tracts, des banderoles, etc. Et un jour, Gérard Parès-Clavel, il a cette idée d'opposer 2 têtes face à face, avec une tête marquée urgence et l'autre explosion. Et
Et donc, et entre les deux, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Et donc, c'est ce moment où on a tous dans la tête cette peur du chômage. Là, et puis un jour, il y a l'explosion. Et donc un jour, pour un congrès, il me demande de faire des photos, des portraits. Donc je fais des portraits de chômeurs. Et puis on a cette idée de mettre les photos dans la rue et de les faire tenir par des chômeurs, mais aussi par des amis graphistes, aussi des amis peintres, etc., du collectif de Ne Pas Plier. Et puis on comprend que quand on est au chômage, on n'a pas forcément envie de s'inscrire dans cette histoire-là. Donc les chômeurs, a priori, moi je pense qu'ils ont plutôt envie de ne plus être chômeurs que de rester chômeurs. Et donc comment inscrire les gens dans cette histoire? Et on s'est dit, tout simplement, la manif suivante, la prochaine manif, cette image-là que j'ai faite dans la manif, on va la mettre dans l'autre manif. Donc ça, c'est deux images plus loin. En haut, à gauche, il y a la photo. Il y a la photo. Et donc, l'idée, c'était que de manif en manif, s'écrivent une histoire pour les gens eux-mêmes de leurs revendications et de leur action dans la rue, etc. Et puis, ça, on a essayé de le faire. Mais c'est ça, c'était cette énergie-là, quoi. Alors à l'époque, là on est en 99 je crois, donc je rencontre Marc, on sympathise, il me montre un peu son travail, etc. Et puis il était en train de faire à l'époque un travail à Tulle avec l'association Peuple et Culture Corrèze, qui est une association d'éducation populaire dont l'antenne de Tulle est très active et qui s'intéressait beaucoup aux documentaires, encore aujourd'hui. Et Marc refait un nouveau travail avec cette association depuis 2-3 ans maintenant. Donc ce travail se terminait et voilà, il me dit il va y avoir une exposition dans une grange d'un agriculteur avec un paysan avec lequel je travaillais. Donc je vais là-bas et voilà le genre de moment que produisent le travail d'un Marc Pateau comme ça dans un territoire rural. D'un coup, c'est la Confédération paysanne qui organise des conférences autour de cette exposition dans une grange, etc. Et donc c'est tout un week-end absolument, encore une fois, très fascinant de par l'énergie comme ça qui est déployée autour d'un travail photographique. Ce que j'ai pas dit, c'est que vous voyez, l'installation dans la grange, là, les photos étaient sous plexiglas et recto verso. L'idée, c'était que c'est un peu trop grand pour être manipulé tout seul. Donc l'idée, c'était qu'on puisse, pour voir les images leur dos, se mettre à deux et retourner les images, les déplacer, etc., pour recréer des montages. Mais ça, c'est aussi Donc c'est... Ouais, non, c'est aussi quelque chose que je retrouve dans ton travail. C'est que les choses se font sans qu'on les invente forcément, ou alors on participe de cette invention, ou je sais pas quoi. Mais là, par exemple, cette forme qu'on a trouvée, on faisait tout simplement un travail sur l'idée du pays. Donc ça, c'est les années Pasqua, machin, etc. On a décidé de découper la France en pays, machin. Et les gens, en général, s'opposent à ce découpage. Et il se trouve que là, le pays de Tulle, les gens adhèrent au contraire à ce découpage. Mais ils y adhèrent parce qu'ils ont un sentiment d'appartenance très fort à ce pays de Tulle. Et donc on commence à travailler là-dessus. La première photo que je fais, je demande à quelqu'un de m'amener dans un endroit de son pays qu'il aime particulièrement. Et la première personne qui m'emmène quelque part, elle m'emmène voir la Dordogne.
qui n'est pas du tout dans le pays de Tulle, mais qui est un très beau paysage. Mais donc tout de suite, je comprends que le pays, c'est aussi une extension. C'est pas uniquement. Et puis, il se trouve que ce travail devient aussi politique parce que la municipalité de Tulle nous interdit d'exposer dans la petite chapelle où on voulait faire l'expo. Et donc, pour des histoires bien sûr politiques, hein, et du coup, nous, on comprend notre erreur aussi. On comprend notre erreur parce qu'on allait faire une exposition sur le pays de Tulle et on choisissait la centralité pour montrer ce travail. Donc ce refus de la ville de Tulle nous a obligés, mais en même temps c'était une obligation vraiment intéressante de s'intéresser à la périphérie. Et donc on s'est dit, plutôt que d'exposer dans Tulle, on va exposer dans 3 villages autour de Tulle, en périphérie, et c'est comme ça qu'on est arrivé une fois dans la grange, une fois... voilà, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans cette grange. Mais ouais, ça m'intéresse, et je pense qu'il y a quelque chose de ça aussi dans ton travail, ce fait c'est dans le travail qu'on trouve les formes. C'est pas les formes qui préexistent, ou je sais pas quoi, c'est un mélange des deux, mais il y a cette dimension-là, d'apprendre soi-même. Alors, puisque tu m'y invites, je vais te dire 2 mots de ce travail qui pour moi est vraiment... qui a été possible vraiment avec la rencontre du travail de Marc. Donc ça, c'était un reportage que j'avais fait pour un journal qui s'appelle journal L'Express. Ça doit être 98, hein, ça doit être la même année, 97 ou 98, sur une association qui s'appelait Jeunes Errants à l'époque à Marseille et qui s'occupait d'accueillir ce qu'on appelle aujourd'hui les mineurs isolés qui venaient du Maroc et d'Algérie et qui étaient un peu laissés à la dérive dans la ville. C'est une association assez intéressante. Et bon, j'étais revenu comme ça avec cette publication assez insatisfait de ce que j'avais fait, et là, un peu vous voyez, les signes comme ça, le bateau, la mouette, enfin bon, on voit bien que je ne savais pas trop comment rendre compte de ce que j'avais vécu, qui était en réalité très difficile, quoi. Ces enfants étaient dans des situations terribles, il y avait de l'automutilation, il y avait de la drogue, voilà. Et il y avait aussi, et ça peut-être que je ne l'aurais pas remarqué si je n'avais pas rencontré Marc, une pratique photographique. Ces enfants faisaient des photographies avec des jetables pour, disait-il, envoyer à leur famille. Et alors ça posait un peu des problèmes avec l'association parce que c'était toujours des histoires d'argent pour développer des films, etc. Et puis en même temps, voilà. Et alors ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se photographiaient sur des grosses motos, devant des panneaux publicitaires, devant des vitrines de vêtements, etc. Et c'était une manière de dire à leur famille, voilà, je suis là, quoi. Déjà je suis là, je suis arrivé, et puis ce que je vis correspond à ce pourquoi je suis parti, quoi. C'est-à-dire un rêve comme ça de prospérité occidentale, quoi. Les images devaient montrer ça, et donc c'était un mensonge. Ces images, c'était manifestement un mensonge par rapport à ce qu'ils vivaient. Donc j'ai proposé à l'association de revenir pour travailler à partir de ça, à partir de cette pratique photographique. Alors bon, le truc est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'à l'époque, donc au sein du fameux séminaire dont on va finir par parler, j'ai rencontré notre artiste qui s'appelle Lito Barada, et avec une troisième comparse, Anaïs Masson, on a travaillé aussi à Tanger, puisque la mère d'Ito s'occupait
une association qui était une sorte d'école alternative à Tanger, qu'ils avaient créée quasiment explicitement pour éviter que les gamins ne passent le détroit. C'était de proposer une alternative sur place pour éviter leur proposer un avenir ici plutôt qu'ils risquent leur vie et des conditions de vie terribles ailleurs. Et donc on avait eu cette idée de travailler entre les deux villes, quoi. Voilà. Donc je vous montre quelques exemples de résultats de ce travail. Là, par exemple, cet enfant qui se brûlait systématiquement le visage avec le flash. Alors on avait beau lui dire d'enlever le flash, etc. En fait, il répétait ce geste comme ça, très de manière compulsive. Et je me souviens d'ailleurs, on avait montré les photos à Marc et on avait, je ne sais pas si tu te souviens, on avait commencé à faire des tirages de ces photos et on essayait de compenser l'effet du flash. On rajoutait de la lumière pour essayer de faire un bon tirage. Et je me souviens, elle m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Elles ne sont pas comme ça, ces photos. Et en fait, ça a été le début de quelque chose, parce qu'après, quand on est revenu avec les images, il y a eu toute une discussion avec un groupe de jeunes là, qui disaient « Ah, mais il s'est brûlé le visage ». Et en arabe, brûler, c'est khreg. Khreg, ça veut dire, c'est le mot qu'on utilise pour immigrer, en fait. Hein. C'est l'idée de brûler ses papiers avant de passer la frontière pour pas être identifiable de l'autre côté. Voilà. Alors, un autre exemple, une des images qui est restée très forte pour moi, c'est cette sorte d'autoportrait comme ça, qui m'a toujours semblé être une image très forte de l'exil, en fait, ce corps vide, quoi, comme une mue d'un animal comme ça déposé sur un lit. Voilà, donc ça c'est le livre qu'on a fait quelques années après, qui était en français et en arabe. Je vous montre un triptyque d'un des enfants de Tanger qui était très extraordinaire parce qu'il c'était quelqu'un qui avait beaucoup de mal avec le langage, mais qui avait trouvé dans l'image une manière, dans l'association des images, une manière de raconter des histoires, quoi. Donc là, on peut dire, un avenir bouché quelque part, une perspective, un enfant, enfin, voilà. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, je l'ai mal dit. Oui. Parce que, en fait, ce que tu nous racontes là, c'est que ce moment de travail avec les enfants, il est extrêmement important. Et on pourrait presque se satisfaire de ça. On pourrait presque se satisfaire on pourrait arrêter le travail là, quoi. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de... parce que c'est vraiment très important, parce que c'est... Là, en ce moment, je fais des photos dans un CADA perdu sur le plateau de Millevaches, etc. Je rencontre des migrants dont je ne parle pas la langue. Au début, j'avais peur. La photo, les migrants, et puis j'ai été accueilli de façon extraordinaire. Je fais des photos, une espèce de ribambelle de portraits, donc je coupe les gens en deux. Je prends la moitié d'un visage, et puis sur le même plan film, je mets la moitié d'un autre visage, une autre personne, etc. Et ces gens que je ne comprends pas, qui sont accueillis, mais mal accueillis quand même. C'est un CADA en province, dans un petit village de la Corrèze, du plateau, il n'y a rien pour aller à Limoges, c'est compliqué. Et puis il se passe des choses. Enfin, on fait ces photos, je ne sais pas ce qu'ils comprennent de ce que je fais, je ne sais pas moi ce que je comprends d'eux, j'ai pas envie de connaître leur histoire, mais il se passe quelque chose de très très fort, quoi.
Et donc on pourrait s'arrêter là. Et puis en même temps, moi je me dis, ben non, on va essayer de mettre ces visages avec d'autres visages. Et puis donc du coup, j'ai été voir les enfants de l'école, et puis j'ai été voir l'EHPAD, et puis je continue à faire ce travail comme ça, et puis à créer comme ça une espèce de petite ribambelle de personnages. Mais la forme qui va sortir de ça, pour l'instant, elle est à venir. Enfin, tu vois, le travail, il est déjà là, quoi. Il est déjà dans le plaisir que je peux avoir à retourner toutes les 3 semaines avec mes photos, les données, machin, et puis refaire des photos. Et il y a cette dimension-là, pour moi, dans la photographie, elle est vraiment importante. Il y a à la fois le tirage, la forme qu'on va faire, et c'est essentiel de produire une forme. Je pourrais absolument pas m'arrêter là dans le travail, mais je pense qu'il faut qu'on donne à ce moment-là une importance. Tu vois, ça me semble. Je viens de me souvenir aussi pourquoi je voulais parler de ce travail-là. C'était par rapport à la grange des Lidov à Tulle. C'est qu'en fait, à la fin du travail à Tanger, on a été invité à faire une exposition à la galerie de l'Institut français qui s'appelait la galerie Delacroix à Tanger. Et quand on a annoncé ça aux enfants avec qui on travaillait, ils ont dit non, mais on ne veut pas exposer là-bas parce que c'est un lieu qui est uniquement pour les bourgeois, les gens de les gens du peuple comme nous, ils n'y vont pas dans cet endroit-là, les gens ne vont pas se sentir à l'aise là-dedans, il ne faut pas faire ça là, il faut faire une expo dans la rue, etc. Et nous, la réponse qu'on leur a faite, ça a été de dire, en fait, nous, on pense qu'on a l'occasion d'exposer là, il faut la saisir, mais par contre, c'est à nous de faire en sorte de transformer l'endroit et de faire en sorte que les gens se sentent à l'aise de venir dans cet espace-là, et que c'est pas parce que vous êtes de la périphérie qu'il faut aller exposer en périphérie dans une maison des jeunes ou je sais pas quoi, que vous avez aussi le droit à cette centralité-là. Et donc, ce qui s'est passé, qui était très, très fort, c'était qu'ils ont... Parce qu'on a commencé l'accrochage avec eux, puis en fait c'était le bordel, on n'arrivait pas à accrocher. Évidemment, faire un accrochage, ça demande un peu de technique. Et donc, on les a envoyés faire la pub de l'expo dans la ville. Et donc, ils ont trouvé une camionnette, il y avait un mégaphone, et ils sont passés dans tous les quartiers pendant 15 jours pour annoncer l'exposition. Et à tel point que j'ai jamais eu autant de monde dans une exposition. C'est-à-dire, pendant 3 semaines, il y a eu, je sais pas, 8000 personnes, je crois, qui ont défilé, à tel point que l'Institut français était un peu mécontent, en fait, parce que ça avait complètement transformé le public de cet endroit. Il y avait même des enfants qui venaient dormir dans l'expo, et donc, voilà. Donc et j'avais jamais fait de rapport avec cette expérience que j'avais vécue dans la ferme des Lidov, qui pourtant m'avait frappé. Non, c'est risqué de faire de la photo. Ouais. Alors, oui, donc à cette même époque, mais bon, c'est un petit peu après, par rapport à Nina Plénier, enfin en tout cas à partir de 1994, Jean-François Chevrier a initié un séminaire aux Beaux-Arts de Paris sur art et information, qui se tenait tous les mercredis soirs à partir de 18h. On savait quand ça commençait, mais on ne savait pas du tout quand ça se terminait. Ça pouvait se terminer à 1h du matin sans problème, c'est arrivé plusieurs fois. C'était un lieu absolument passionnant, et qui est né d'ailleurs, je me souviens que la position de Jean-François, il était assez en désaccord avec la position notamment de tous ces intellectuels qui
considéré qu'il fallait aller sur les lieux de la lutte, faire des conférences, etc. Et lui, sa position, c'était de dire non, il faut ramener les questions politiques et sociales à l'intérieur de l'institution, y compris à l'intérieur d'une institution artistique. Et donc c'est ce qu'il a fait dans le séminaire. Et donc c'est quand je rencontrais Marc, il nous a dit mais venez, vous allez voir, c'est intéressant, etc. Et c'était plus qu'intéressant, c'était un endroit où on pouvait parler d'économie, d'anthropologie, d'art, de poésie, voilà. Et pourquoi je raconte ça? Parce que ça faisait partie voilà, de l'activité de Marc à l'époque, qui était très présent dans ce séminaire et qui était un lieu de débat. Quoi. Et il y avait l'idée aussi au début, c'était l'idée d'une agence d'information artistique. Ça serait quoi une agence d'information artistique? Comment ne pas laisser l'information voilà. Alors là, il y a par exemple Jean-Pierre Daniel et Joma Dinty. Et puis derrière, mon épouse, Chantal. Jean-Pierre Daniel, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré dans le cinéma, notamment à Marseille, mais qui a notamment, quand il était étudiant à l'IDEC, monté les rushs d'un film de Fernand Deligny. Fernand Deligny, qui était un poète, pédagogue, qui a vécu pendant, je vous la fais très courte, c'est une très longue histoire, mais qui a vécu les 30 dernières années de sa vie dans un réseau de vie, de lieux de vie avec des enfants autistes. Et donc, voilà, Jean-Pierre Daniel était venu présenter ce film très extraordinaire qui s'appelle Le Moindre Geste. Pour ceux qui ont un peu entendu parler de Deligny, si Deligny est revisité, relu aujourd'hui, qu'on revoit les films, etc., c'est parce que il y a eu ces premières discussions au séminaire et ce groupe de travail, etc. Donc, par exemple, un des effets du séminaire, ça a été cette remise à jour, je ne sais pas, en tout cas de Deligny. Donc voilà Deligny avec Jean-Marie en train de passer. Donc une figure qui a été très importante voilà, pour le coup pour Marc et moi, parce qu'il est quelqu'un qui vraiment lisait ça, si vous ne connaissez pas, c'est passionnant. C'est par exemple quelqu'un qui pense tentative plutôt que projet. Voilà. Ça c'est une des choses qui est très intéressant. Quand on est artiste, on a beaucoup tendance à penser projet avec une sorte de finalité, un résultat, etc. L'idée tentative met beaucoup plus en avant la recherche, l'activité, la possibilité de se planter, etc. Voilà. Et là, c'est au séminaire, donc il y avait des intellectuels, il y avait des étudiants de l'école, bien sûr, qui venaient, il y avait qui pouvait venir. Et puis il y avait Antonios. Alors ça, c'est Antonios. Ouais. Je vous précise. C'est quelqu'un que j'ai rencontré. Donc c'était au moment de Ne pas plier. À Ne pas plier, on avait rencontré Médecins du Monde. Et Médecins du Monde était en train de faire une campagne de communication sur les SDF. Et il montrait en 3 mètres sur 4 dans les rues de Paris les SDF couchés sous des cartons. Et donc nous, ça nous avait choqué cette image. Et avec Gérard, donc on avait été les voir. Et puis moi, j'ai été voir leurs archives. J'ai été voir ce qu'ils avaient comme photos. Et là, j'étais assez déçu parce que
les photographes qui font des photos, ils donnent des photos à Médecins du Monde, mais ils ne donnent pas les bonnes. Ils donnent les seconds choix, tu vois, ils donnent autre chose, quoi. Et donc, Médecins du Monde, ils faisaient avec ce qu'ils avaient, mais ils faisaient aussi avec cette idée de la représentation du SDF, comme ça, à distance. Enfin, bon. Et donc, on a monté un projet avec un journal qui s'appelait La Rue à l'époque, et qui était une vraie tentative journalistique, et qui était distribuée donc, par des sans-papiers, mais ces sans-papiers avaient une feuille de paye. Oui, c'est SDF, pardon. Et ils avaient une feuille de paye, ils étaient suivis par une assistance sociale, etc. Il y avait l'idée aussi de faire ce travail-là. Et il se trouve qu'en faisant ce travail, je suis tombé sur cet Antonio Loupassis, hein, pour qui je sais pas comment ça s'est fait, mais j'ai passé plus de 20 ans de ma vie avec lui. Et donc effectivement, je l'amenais au séminaire, on se téléphonait tous les jours pendant 1 heure, enfin c'était devenu quelque chose comme ça d'assez incroyable, quoi. Et c'était une espèce de figure comme ça pour moi de la liberté absolue, quoi. C'était, alors, plus de 30 ans après, avec lui, j'ai été... lui, ça faisait plus de 35 ans qu'il n'était pas retourné en Grèce. Donc je suis retourné avec lui en Grèce, on a été voir sa famille, ça a été des moments comme ça très très forts. Et donc là, je me suis aperçu qu'en fait, non, c'était un architecte, il avait fait l'école à Athènes, il était architecte, et puis un jour, je sais pas, il a eu peur de quelque chose dans sa vie, dans sa réussite, parce qu'il avait commencé à construire des hôtels, etc. Enfin, bon. Et puis, il s'est retrouvé comme ça dans une errance dans la rue, et nous, on s'est rencontrés à un moment donné, et puis voilà, c'est aussi ces moments où il y a quelque chose qui change dans votre vie, quoi. Et et en même temps, c'était un personnage impressionnant. Là, il fait des photos, mais les photos qu'il faisait, c'était génial. Là, c'était transparence, quoi. La lumière. Et puis bon, il est décédé malheureusement. Et puis voilà, donc ça a été un moment compliqué, mais ouais, la photo, c'est aussi ça, quoi. Pour moi, c'est aussi c'est complètement lié à ma vie, quoi, enfin, ou à la vie, mais du coup, il y a aussi de la mort là-dedans. Il y a je sais pas, et donc, du coup, la mienne, elle se rapproche aussi. La mienne, elle se rapproche aussi. Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Antonio? C'était fulgurant, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Non, enfin, moi ce que je trouve, ce qui m'intéresse dans ce travail avec le journal La Rue, bon, c'est plusieurs choses. C'est l'idée, pour le coup, c'est un truc assez différent, hein, la situation est très différente de l'hôpital de jour, puisque en fait, ce que ça documente, c'est quand même un certain rapport à la ville, hein, et finalement, ces points de vue, ça c'est une image très emblématique, parce que ce point de vue depuis le sol, etc., c'est moi quelque chose que j'avais jamais vu. Je suis pas sûr que beaucoup de gens aient vu Paris comme ça. Enfin, je trouve que ce qui est frappant dans ces images, c'est que ça nous montre une des villes les plus photographiées au monde, d'une manière qu'on n'avait jamais vue. Voilà. Donc il y a ça, mais en même temps, ce que je trouve
très, très fort. Enfin, c'est pour ça que je voulais parler d'Antonios, parce que c'est un projet, et on peut dire c'est voilà, avec des sans-abri et ça, mais finalement c'est quelqu'un qui devient un ami et qui vient au séminaire comme d'autres, qui intervient dans le séminaire au même titre que n'importe qui, donc il y a quand même une utopie, je trouve, là-dedans, réalisée, que je trouve dans la manière de ne pas séparer ce qui est de l'ordre du travail, ce qui serait de l'ordre de la recherche, etc., et de la vie. Et là, je trouve que ça, on peut le dire comme ça, mais d'une part, c'est pas si facile à faire, et c'est pas si facile que ça se produise effectivement. Et voilà, enfin, moi, j'ai... Mais c'est toujours le même truc, il faut réussir à entendre, ou il faut réussir à voir ce qu'on fait, quoi. Faut à la fois le faire et puis le voir et le comprendre. Par exemple, là, avec ce travail avec les SDF, il y avait cette idée de faire des images pour Médecins du Monde. Mais moi, je ne savais pas, moi, je pensais que les gens stressés à Paris, c'est les gens qui prennent le métro avec un attaché-caisse, qui vont le matin au boulot, qui rentrent le soir, etc. Je ne connaissais rien du stress du SDF. Là, dans ces SDF, donc ça se passait à Stalingrad, à Paris, dans le nord de Paris. Il y avait un des SDF qui habitait dans un foyer vers la porte d'Italie. Donc ça veut dire que le matin, il venait chercher ses journaux à Stalingrad, et puis après, il allait les vendre à la gare Saint-Lazare. Le midi, il rentrait dans son foyer pour aller manger, et puis il revenait revendre ses journaux à Saint-Lazare, et le soir, il ramenait ses journaux à Stalingrad. Enfin, donc c'est des gens qui sont complètement... ils ont une vraie activité, quand même. On n'imagine pas ça. Enfin, donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris. Comme ça, avec eux. Quoi. Ouais. Et ça m'intéresse, ce changement qu'on peut avoir parce que c'est aussi après ce qui nous a permis de faire une exposition, pour le coup, là, une exposition de rue, avec les photos des vendeurs, etc., et puis les publier dans la revue. Ça, c'est une photo extraordinaire de Paris. Rue de Rivoli, hein. Ouais. L'axe majeur. La Tour Saint-Jacques. Alors peut-être, il est 35, peut-être moi je voudrais quand même aborder la dernière partie, disons, un dernier début. Un autre nouveau début, qui est disons, alors c'est pas vraiment l'album là, mais c'est un album que vous ne voyez pas, donc vous voyez des reconstitutions de certaines pages, que Marc a intitulé Mon corps, qui est un travail qu'il a réalisé après l'hôpital de jour, enfin dans les années 80 en tout cas, qui est un album que moi j'ai trouvé totalement extraordinaire, quoi, dans sa pugnacité, et puis bizarrerie, voilà, la recherche, quoi. Et en tout cas, ce besoin de travailler sur son propre corps, qui a abouti, alors on parlait des planches contact, en voilà une, toutes les planches contact sont faites aussi bien que ça, bien sûr, qui a abouti ensuite à un travail donc, en 86, une série qu'il a appelée Apartheid, une manière d'inscrire
interrogation comme ça sur comment inscrire la violence du monde dans son propre corps, quoi. Ce sont des images qui ont été montrées comme ça dans l'espace public, dans des panneaux 4x3 en Seine-Saint-Denis. Donc là, pour moi, c'est un petit peu une séquence, enfin dans le sens où ce travail sur ton propre corps est ce qui te permet ensuite de penser le portrait. Enfin, je trouve assez incroyable la logique d'articulation qu'il a entre cette expérience avec les enfants de l'hôpital de jour, la photographie avec son corps, ensuite quand tu retournes l'appareil photo sur toi pour ensuite réussir à faire du portrait qui est la pratique que tu prolonges aujourd'hui, quasiment exclusivement, quoi. Voilà, et donc je vais te dire deux mots de ce travail que j'aime beaucoup, que tu avais évoqué tout à l'heure, qui est le travail avec les compagnons d'Emmaüs. Il s'agissait d'éprouver littéralement la distance entre toi, enfin, entre le photographe, parce que là, ce qu'on voit quand on voit ces images, c'est pas toi, c'est qu'il y a quelqu'un derrière un appareil photo, et le modèle, le sujet. Et donc c'est un ensemble d'images réalisées depuis avec une sorte de protocole, mais non figé, qui consistait à faire une première image de loin et à se rapprocher en fonction de la relation, à faire plusieurs images. Voilà, donc, on voit le montage dans l'espace là. Mais l'enchaînement de tout ça, c'est aussi lié à des moments de rupture très très forts. Quand j'ai fait ce travail sur l'hôpital de jour, tous les vendredis, on se réunissait le soir dans un... Alors c'est quand même un lieu extraordinaire parce que l'architecte, il avait fait un hôpital de jour qui était rond, qui était circulaire. Donc ça veut dire que les enfants qui étaient au premier étage, quand ils étaient dans ce cercle, ils ne savaient pas où ils étaient, puisqu'on pouvait tourner en rond toute la journée, à tel point que les éducateurs ont eu la nécessité de construire un mur à un moment donné pour dire non, là on arrête, on ne tourne pas en rond. Toujours est-il que, donc au milieu, il y avait la salle d'eau, enfin l'endroit où il y avait le bain, etc. Et puis tout autour, il y avait des petites cellules pour la psy, la secrétaire, machin. Et tout en haut du bâtiment, il y avait une salle de réunion ronde où on se réunissait. Et là, j'ai vécu des trucs auxquels je n'avais pas l'habitude, et notamment des réunions tous les vendredis soirs où on passait facilement une demi-heure, 3/4 d'heure à rien se dire. À se regarder, en fait, tu vois, et puis au bout d'un moment, pof, ça se mettait. Et donc moi, un soir, un vendredi, j'ai été sommé comme ça, du jour au lendemain, de dire, ben voilà, soit tu deviens infirmier, soit tu deviens photographe, mais si tu es photographe, tu arrêtes de venir dans notre institution. Il y avait un changement dans la direction de l'institution, et cette idée de doter des moments, notamment au congé de maternité, etc., à des artistes, en se disant un autre éducateur n'aura pas le temps en 3 mois de faire un vrai travail avec l'enfant, donc on va donner ça. Ça a volé en éclats, et puis il y a eu un changement dans l'institution. Mais toujours est-il que moi, du jour au lendemain, enfin dans la minute, je savais que je voulais être photographe, je savais que je voulais continuer à faire ça, mais ça voulait dire que je quittais aussi une équipe, des gens avec qui j'avais travaillé pendant presque 2 ans, des enfants auxquels je m'étais attaché, etc.
Et donc c'est des moments comme ça très, très durs parce que on ne sait pas ce qu'on va faire après. On sait ce qu'on veut plus faire, ou on sait ce qu'on a fait, mais on ne sait pas après. Donc là, au moment de l'hôpital de jour, ma première réponse a été de me dire je vais photographier mon territoire. Donc j'ai fait des photos de l'endroit où j'habite, autour d'Aubervilliers, la Courneuve, Saint-Denis, etc. Des endroits dans lesquels je me repère, j'ai un paysage. Si je prends ma Vespa et que je vais du côté de Nanterre, je trouve ça complètement bordélique, je ne comprends plus rien, machin. Alors que si je reviens vers Aubervilliers, la Courneuve, Pantin, etc., je comprends le paysage, je comprends les choses, et donc je me suis un peu réfugié là-dedans. Puis après, j'ai continué. Après, donc on a monté une association avec Jean-Michel Montfort, Faut voir, et puis on a commencé un travail social à partir de la photographie. Et là, pour moi, il y avait une coupure très simple. Il y avait les photos que je faisais pour moi, et puis les photos que je faisais avec les gens. Et j'étais aussi j'avais autant d'énergie dans l'une que dans l'autre. Et puis au bout d'un moment, rupture, ce moment-là n'a plus été possible. Je ne pouvais plus différencier ce moment d'un travail social avec un travail personnel, intime, etc. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai fait effectivement ces photos de l'apartheid. Cette idée qu'il y avait une douleur que je ressentais moi, et je voulais la traduire, et donc je l'ai traduit comme ça. Et puis à la suite de ça, il y a eu des échos. J'ai eu une petite publication dans une revue qui s'appelait Cliché à l'époque. Et puis j'ai participé à une exposition dans le sud de la France, là-bas, et je ne sais plus quelle ville, enfin bon. Et là, pour moi, ça a été aussi un choc, parce que je me retrouvais dans le milieu de l'art contemporain, dans un musée, avec mes photos au mur, et je comprenais que c'était pas là que je voulais être. Mais je savais pas où je voulais être non plus, hein, mais j'ai compris que c'était pas ça. Et donc c'est ces moments-là qui permettent de faire. Et les photos d'Emmaüs, c'est pareil. Je vais dans une communauté d'Emmaüs, je sais pas ce que c'est. On a des relations très très fortes, très très dures. C'est des situations où les rapports humains sont tellement tendus que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, vous faites mal à l'autre. Le simple fait, par exemple, un repas un soir, de demander à un SDF qui est en face de moi, qui a un accent alsacien incroyable, et moi je lui dis, mais alors vous venez de New York, vous êtes du Bronx, je sais pas quoi, il me répond même pas, et puis la fin du repas, et puis il se lève, il s'en va, il se retourne et il me dit je sais pas. Et effectivement, il savait pas d'où il était. C'était quelqu'un de la DAS, là, ça je l'ai su après, etc. Mais ça veut dire que même dans une galéjade comme ça, dans une histoire de passe-moi le sel, ou je sais pas quoi, passe-moi le sel, on ne te passe pas le sel, personne ne te passe le sel. C'est beaucoup plus compliqué que ça, les rapports humains. Donc ça vous oblige aussi vous-même à vous interroger, à se dire mais qu'est-ce que je viens foutre ici? Pourquoi je viens là faire des photos? Alors effectivement, ma réponse la plus simple, ça a été de me dire mais j'ai envie d'aller vers eux, donc j'ai fait ce mouvement de partir du plus loin possible pour aller le plus près possible des personnes. Et dans ce mouvement-là, il y a tous les mouvements qu'on peut imaginer. Il y a celui qui s'en va avant la prise de vue parce qu'il ne tient pas ou je ne sais pas quoi. Il y a celui dont moi j'ai peur, donc je n'arrive pas à aller aussi fort, aussi loin que... Et puis il y a des moments comme ça assez merveilleux où quand je suis loin de lui, il a peur, visiblement sur son visage, on sent la peur et puis on sent les bras croisés comme ça. Et puis dès que je me rapproche de son visage, il y a cette ouverture, quoi. Il y a et là,
personne ne peut dire que c'est un SDF ou un compagnon d'Emmaüs. Et puis enfin, à la fin, il ouvre ses bras. Alors qu'en général, quand on s'approche des gens, ils font exactement le contraire. Ils se ferment, ils se protègent, enfin je sais pas. Donc j'ai fait comme ça une trentaine de portraits. Et dans les 30 portraits, si on est un peu, si on regarde un peu, eh ben on peut saisir ces différents mouvements. Il y en a pour lesquels j'ai fait beaucoup trop de photos parce que c'était de l'empathie, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est aussi comme ça que ça se fait, l'articulation des projets entre eux, comment on passe de l'un à l'autre. Puis après, il y a le portrait qui est quand même une pratique. Ça, c'est un travail que j'ai fait dans le Nord, qui s'appelle Humaine, avec 3 femmes. On m'a demandé, au départ, la commande, c'était de faire des photos d'un territoire. Et puis, on a fait une première exposition avec Gérard Paris-Clavel. Et puis, j'avais invité, on a fait et pendant le vernissage de cette exposition, il y a 3 femmes qui sont venues me voir et qui m'ont dit « On sait que vous allez travailler ici, on aimerait bien travailler avec vous. » Et donc, moi, j'en ai profité, enfin, j'ai profité de cette invitation. Et effectivement, pendant 3 ans, je n'ai fait que photographier ces 3 femmes, faire des portraits d'elles. À chaque fois, j'étais assez... pour moi, c'était une vraie interrogation, parce qu'à chaque fois, je revenais, donc toutes les 6 semaines à peu près, et on refaisait la même chose, et elles acceptaient. Et ça a duré 3 ans. Alors, de temps en temps, elles me disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Et moi, je leur disais, mais je sais pas, mais on le faisait. Alors, il y en avait une pour laquelle c'était difficile, notamment elle, parce qu'elle n'aime pas ça, elle n'aime pas la photographie. Et puis comme ça, je suis rentré dans l'intimité de ces femmes. Elles sont rentrées aussi dans la mienne. Et donc on a appris comme ça plein de choses. Et ce qui m'intéressait, et ce qui m'intéresse encore aujourd'hui dans le livre, c'est que on ne dit rien de l'histoire de ces femmes. On ne dit rien de l'histoire de ces femmes, mais on comprend quelque chose d'elles. Alors moi, à l'époque, je n'imaginais pas quel pouvait être l'imaginaire ou le vécu ou d'une femme d'une quarantaine d'années, 45 ans. Et puis il se trouve que ces 3 femmes, leur père avait fait l'Algérie. Donc c'est aussi un traumatisme énorme, à un tel point qu'il y en a une, Fred en bas là, qui s'appelait Frédéric, mais qui voulait qu'on l'appelle Fred parce que pour elle, Frédéric, c'était son prénom d'enfance. Donc petit à petit, on arrive à des choses comme ça. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est de comprendre que, en général, la photographie et le portrait, ça incrimine les individus. Ça leur assigne une identité qui n'est pas forcément celle qu'ils vivent eux. C'est une identité que la société nous plaque comme ça. Mais donc en général la photographie c'est ça. Et moi j'ai pris vraiment l'idée du modèle, du peintre et du modèle, et la façon dont le modèle interagit avec et à tel point que on a été voir une exposition au Cateau Cambrésis, une exposition de Matisse et ses modèles. Et donc on a été tous les 4 à voir cette exposition. Et puis, je ne sais pas, 1 an après, il y a une de ces femmes qui a voulu poser nue. Et donc,
Alors, c'est assez intéressant parce que moi, j'étais pas du tout prêt à ça. Enfin, j'arrive et puis un jour, elle avait tout organisé et puis on fait une séance de nu. Et pour moi, c'était compliqué, c'était pas facile parce que je vous disais tout à l'heure, on avait partagé nos intimités, mais comment dire, ma mère, elle venait de décéder. Donc je l'avais vue sur son lit de mort, et là je me retrouvais face à une femme qui était presque dans les mêmes positions. Enfin, donc, et puis la photographie de nu, ça convoque tout, ça convoque à la fois le genre, mais à la fois l'histoire de l'art, à la fois c'est beaucoup plus compliqué que de faire enfin pour moi, hein, que de faire un paysage ou même un portrait. Enfin un paysage, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de. Mais là pour moi ça a été un moment très très fort, quoi. Et pour elle aussi, je pense. Pour elle aussi, il y a eu et donc on a réussi à faire comme ça 3 séances qui sont dans le livre. Et pour elle, ça a été une vraie victoire, à la fois sur son enfance, sur une agression qu'elle avait eue pendant qu'on faisait le travail, on lui avait volé son sac à main, etc. Enfin, donc tout ça, mais c'est pas raconté dans le livre, mais c'est dans ma tête, enfin c'est dans ma mémoire, et je pense que c'est dans les images. Si on comprend que pour voir, il faut regarder, pour voir, il faut regarder. Et le meilleur exemple que j'ai, c'est si un jour vous allez à Madrid et que vous allez voir le tableau de Picasso, Guernica, si vous en faites l'expérience, vous êtes devant quelque chose de gris, et puis plus le temps passe, plus les couleurs apparaissent. Et à la fin, vous comprenez que c'est un tableau en couleur, hein. C'est pas la reproduction qu'on nous montre. Ça vient comme ça. Mais il faut regarder, il faut faire cet effort de regarder, quoi. Et ça, on a de plus en plus de mal à prendre ce temps, à prendre. Donc ça, c'est un vrai souci aussi pour les photographes. C'est la façon dont tout ça s'est digéré et pas... ouais, je sais pas. Bon, c'est des conneries. Je crois qu'il faut. Mais n'hésitez pas à poser des questions ou on arrête quand vous voulez. On a dit qu'il fallait arrêter. Moi, je sais pas. Mais on peut aller jusqu'à 1h du matin. On peut prendre Ouais. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce que ça fait écho ou pas, ou est-ce que c'est... ça... Faut se dépêcher à poser une question. Non, on n'arrête pas. Ouais. Je ne pose pas une question, je fais une remarque à travers ce parcours que je connais un peu. Et je prends le terme du début des débuts, et je vois plutôt au moins 2 routes, et notamment une notion, celle du hors-cadre. Je veux dire par là, en voyant ces figures, ces personnes, bon, c'est pas unique, mais il y a cette dimension humaniste. On a envie de les embrasser quelque part. Et on va au-delà de l'esthétique. Il y a vraiment une photo qui parle de la rencontre, de l'échange, indépendamment du discours que tu donnes, mais j'ai déjà vu tes photos et ton pose. Ça bouscule quelque part parce qu'on se retrouve en contact avec des réalités qui ne sont pas vraiment les nôtres. Moi, Emmaüs, j'y vais pour faire des dons. Je ne vais pas discuter avec les compagnons et ainsi de suite. Est-ce que là, on est très interpellé? Ça, c'est un des hors-cadres. L'autre hors-cadre sur lequel tu as un petit peu passé, mais qui est important, c'est une dimension politique. La position et le rôle de l'objet artistique. Alors, l'expérience de ne pas plier, elle est tout à fait intéressante, où tu rentres là-dedans comme militant, pendant les choses comme elles étaient, je me souviens, mais à la fois et aussi comme photographe, mais pas que comme photographe. La photo devient un outil d'une action sociale et politique.
Et c'était bien de montrer 2-3 photos de parade et autres, où là, la photo, elle est banalisée. Et c'est ça qui est intéressant, elle est banalisée au même titre que le slogan, que le haut-parleur, que le mouvement. Donc il y a quelque chose de très dynamique là-dedans. Et c'est ces orcades que je trouve intéressant et de les rappeler. Ça fait plaisir que c'était un peu remis en sujet ici ce soir. Non, c'est une remarque. Ouais. Non, mais c'est important parce que il y a une telle... l'histoire est ainsi faite que l'histoire de la photographie, elle s'est coupée des autres arts. On a constitué une histoire de la photographie comme quelque chose de fini, alors qu'avant il y avait la gravure, et puis il y a la peinture, et puis il y a la musique, et puis il y a la littérature, et puis il y a et ça c'est un des points forts du séminaire, c'était d'essayer de se battre contre ça, cette idée de couper le politique de l'art, de la peinture, on ne peut pas imaginer l'histoire de la photographie comme quelque chose de purement photographique. Enfin, c'est absurde. C'est là pour la peinture, ça aussi. Ben les historiens d'art ont dissocié le social, le politique et l'économique. Enfin, il faut quand même faire des ruses pour relier tout ça, y compris la lecture sur la Renaissance ou le classicisme. Et la photo a suivi le même chemin. On a parlé d'esthétique, de pictorialisme à l'époque, pour en faire quelque chose de fermé. Et là, ce que je pointais, c'est effectivement cette notion d'ouverture. Et tu as dit une chose que je peux appliquer pour toutes les formes de création. On est dans notre temps. Tu vois, on occupe une place, on est des témoins, quelque part. Et les témoins, tous les temps, les chroniqueurs. Et là, du coup, c'est plutôt le médium qui compte, que ce soit une photo ou une gravure. Ce qui est important, c'est le pourquoi on le fait, d'où on parle, et aussi à qui on parle. Et après, ça devient une médiation de l'objet, de l'image ou du texte. Non, puis il y a cette idée aussi qu'on n'est pas que des témoins. On est aussi agi nous-mêmes. On est aussi agi nous-mêmes. On est agi nous-mêmes par la société, par notre époque, par... Bon. Je vous propose qu'on puisse continuer, si vous voulez, la conversation au taille-crayon qui est juste à côté, si vous voulez, parce qu'on pourrait continuer toute la soirée. Donc, je vous propose qu'on la continue juste à côté et on vous remercie énormément pour votre